Bonjour à toutes et à tous, vous en avez l'habitude, vous écoutez 11e art, la quotidienne. Aujourd'hui, évidemment, lendemain de qualification ou élimination de notre équipe de France, puisque comme vous le savez, on le dit souvent, on enregistre la veille les épisodes du lendemain. Du coup, c'est une émission un peu mystère, puisqu'on parlera forcément pas du résultat d'hier, alors qu'il est forcément quelque chose, tout simplement parce que nous ne le connaissons pas encore. Au programme aujourd'hui, les deux meilleurs, les plus grands, le taulier, notre Édouard Baird, celui qui nous fait des chroniques sur la lente dépression de notre football. Jules, comment ça va aujourd'hui? Ça va, mais vu les dernières affaires, je vais éviter de la Ouais. similitude avec Edouard Baird, Ouais, on va essayer de prendre un mec un petit peu plus clean. c'était fait exprès en fait, je tente de piéger des gens que je connais comme ça, un peu pour voir ce qu'ils pensent vraiment de toutes ces questions. Et on a évidemment avec nous, en troisième invité, on est le 1er juillet, donc ça y est, il a enfin passé son bac. On espère que ça s'est bien passé. Normalement, résultat dans quelques jours. Zach, confiant, tu m'as dit que la SES s'était pas trop mal passée? Ça s'est pas trop mal passé, ouais, je suis optimiste pour les résultats et je suis content aussi d'avoir le droit de vote pour m'exprimer un peu C'est dans vrai, ce pays de fachos à la con, qu'on est en train de devenir. il est Donc là mon révolté, la révolte de la voilà. Ouais, jeunesse, ouais, bah, ça fait un peu je pense qu'on a tous un peu la tête, dans le guidon ce matin après les évidemment. résultats, mais voilà. Très bien, donc Zach vient de plomber l'ambiance, de cet épisode de T'inquiète, mais on va Quotidienne. on va parler de foot, ça va faire du bien. Exactement, et on va parler de foot, la transition est toute faite puisque, aujourd'hui on va, discuter des 2 matchs à venir. Émission petit format puisqu'on n'aura que 2 chroniques et une petite tchatche, à la fin. 2 matchs donc, je le disais, pardon, qui sont évidemment pas les huitièmes de finale les plus alléchants, même si je trouve qu'il y a un intérêt, aux 2. On aura donc, Roumanie-Pays-Bas à 18h, Autriche-Turquie à 21h, et pour commencer donc, Roumanie-Pays-Bas. 18h. Roumanie, Pays-Bas. Jules, du coup, pour nous parler du match entre la Roumanie et les Pays-Bas, tu tenais, comme tu l'as déjà fait en poule pour d'autres nations, à nous parler, et j'étais avec toi d'ailleurs, je me souviens de ce fameux Géorgien marin d'eau douce, tu tenais à nous parler d'une légende méconnue de notre sport. Ouais, exactement, et j'avoue qu'à la base, j'étais parti pour vous parler de l'incroyable équipe roumaine de 1970, comme me l'avait soufflé Zach, porté par le coach Niculescu, inventeur du tiki-taka pour beaucoup. Et en faisant des recherches à droite à gauche, un nom revenait souvent. J'ai donc changé mon fusil d'épaule et j'ai décidé de vous parler plutôt de l'histoire d'un joueur en particulier. Si jamais la Roumanie passe en quart, j'espère qu'on aura l'occasion de reparler de cette équipe soyeuse et romantique. Et si c'est pas le cas, vous pouvez toujours aller checker l'interview de Luchescu dans SoFoot, coach mythique du Shakhtar et joueur emblématique de cette équipe des années 70. Et du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, j'imagine que tu vas nous parler d'un joueur en particulier là, de cette équipe j'ai même oublié son nom tellement c'est un truc en Ouais, ou. Niculescu, le coach. Alors, Pardon, d'ailleurs, mille excuses. on s'excuse à l'avance pour tous nos amis roumains parce qu'il va y avoir pas mal de blases qui seront certainement écorchées, comme d'hab quand on parle des pays dont on ne maîtrise pas la langue. Et je vais te parler d'un de ces joueurs de cette équipe, oui et en fait un peu non, car il était sous les ordres du coach qualifiant même les Roumains pour cette Coupe du Monde au Mexique, et non parce qu'il ne fera pas partie de cette aventure dans le groupe de la mort avec les Anglais, Brésiliens et Tchèques, et je vous en reparlerai un peu plus tard. Ok, donc le suspense est à son comble. Je me croirais au troisième tour des législatives. Du coup, c'est qui? Ça se trouve, on le connaît déjà tous, hein, ton petit gadjo. Ça m'étonnerait un peu, moi je le connaissais pas, il s'appelle Nicolae Dobrin. Donc encore une fois, excuse pour l'écorche des noms. Et si notre génération, quand on parle des Roumains, a peut-être plus en tête Moutou ou celle de nos parents Hadji, au pays, Nicolae Dobrin est considéré comme la plus grande légende de ce sport qu'est le ballon-pied. Pour différentes raisons, on va y revenir plus tard, mais pour vous mettre dans l'ambiance, en Roumanie, il y a un petit dicton qu'on aime bien qui dit: lorsque Dieu inventa l'homme, il créa Adam et Ève, lorsqu'ensuite il inventa le football, il créa Nicolae Dobrin. Ça vous pose un type. Pour remettre du contexte, notre ami Nicolai est né en 1947 à Pitesti en Roumanie, dans le bloc soviétique, sous le régime de Ceausescu, qui fut l'un des plus durs d'Europe de l'Est. Et dans les années 70, Nicolai va se montrer très vite comme l'un des plus grands joueurs de football de sa génération. Pour remettre à nouveau un peu de contexte, on l'a vu dans différentes chroniques, les dictatures utilisent le sport, toujours. Et Ceausescu particulièrement, mettant en avant les disciplines sportives dans son régime, il fait tout pour avoir des athlètes de haut niveau dans tous les sports, et c'est pas pour rien que la Roumanie glanera un championnat d'Europe de volley, un championnat du monde de handball ou encore une deuxième place au JO sous l'égide du Conductor, surnom des dictateurs roumains.
Ok, et pourtant au football, il remporte rien de particulier, il me semble, hein. Non, il renforce rien de particulier, mais ça n'empêche pas, comme dans tous ces régimes, d'avoir des athlètes dévoués au pouvoir et surtout des clubs comme le Dynamo Bucarest, par exemple, club du ministère de la Défense. On va en revenir justement à Nicolae. Il est né donc à Pitesti, petite ville roumaine où il y passera quasiment toute sa vie, notamment à Larghes Pitesti où il est une légende. Spoiler, il remportera avec Larghes Pitesti 2 championnats nationaux, qui est un véritable exploit dans un pays archi dominé par le Steaua et le Dynamo. Son surnom, c'est Gashkanoul, qui veut dire le jar. Bon, ok, on a vu plus classe comme surnom et comme animal, mais c'est pas avec ça qu'il va asseoir sa légende. Le début de sa carrière commence comme un shonen déjà, alors qu'il n'a que 12 ans et tape le ballon dans les rues avec ses potes. Certains joueurs du Dynamo Pitesti, qui deviendra ensuite l'Arges Pitesti, le voient et sont effarés du talent du gamin. Il le motive assez facilement à signer au club dans les catégories jeunes, assez facilement puisque le jeune Nicolas est fan de foot et forcément fan du club de sa ville. Comme si moi, à l'époque, Alexander Fry, Olivier Sorlin ou encore Cyril Jeunechamp étaient venus me voir dans la rue en me disant: «T'es chaud, tu veux pas signer?» Ah, mon enfance était folle, hein. Mais on est en quelle année là quand il signe chez les jeunes? Qu'on tarde pas trop à aller sur sa carrière pro quand même, parce que bon. Bah, t'inquiète, on va y arriver vite, tu vas voir. On est en 1959 et toi qui voulais arriver à ses débuts en pro, tu vas pas attendre longtemps puisque Nicolas fait ses débuts en pro en 1962. Il est alors âgé de 14 ans et 10 mois. Une précocité jamais vue à l'époque. Néanmoins, pour les 2 titres qu'il remporte, il faudra attendre un peu. Ce sera en 72 et 79. Surtout, comme je l'ai dit, malgré de nombreuses sirènes, et on y reviendra, Nicolas est resté fidèle à son club de 1959 à 1983, avec une seule petite exception lors de la saison 81-82. Et du coup, qu'est-ce qui lui donne son statut de légende, puisque tu nous as quand même parlé du Adam et Ève Ouais. du football roumain? Alors, on va pas aller dans les lignes de stats, ça m'intéresse de moins en moins malgré ce que veut l'époque, mais il faut retenir que Nicolas est un précurseur à différents étages. Milieu offensif extrêmement moderne, il a une science de la passe hors norme, une vision du jeu parfaite, et c'est un monstre sur coup de pied arrêté. C'est un profil pour les plus jeunes un petit peu à la Griezmann, mais 50 ans avant. Il fait ses débuts pour l'équipe nationale à seulement 19 ans contre la RFA et deviendra l'un des plus grands joueurs de sa sélection. Seule ombre au tableau, on en parlait au début, la Coupe du Monde 70 au Mexique. S'il est au début du centre du projet, formant une paire injouable à l'avant avec Florea Dumitrache, qualifiant même son équipe avec le but décisif contre le Portugal en éliminatoire, il ne jouera aucune minute de ce mondial au Mexique. La faute à des gros désaccords avec la Fédé et une embrouille encore assez floue avec le sélectionneur Niculescu. Néanmoins, il reviendra en 72 en sélection avec un très bel Euro, seulement sorti en quart par la Grande Hongrie de l'époque, avec, et il y a des images si ça intéresse certaines personnes, 3 matchs complètement dingues sur un format aller-retour, puis un match d'appui d'anthologie que les Roumains perdront seulement à la 89e minute. Et du coup, même si on est dans un contexte soviétique cloisonné, ses performances ont quand même pas dû passer inaperçues. Comment ça se fait qu'il soit resté toute sa carrière dans le petit club de sa ville? Il n'y a aucun joueur qui pouvait s'exporter à l'époque? Bah, lui, ce fut presque le cas en fait. C'est un des moments clés de sa carrière. On est en 1972 et à 25 ans, Dobrin est au sommet de son art, à son prime, comme disent les jeunes ou les tweetos comme Valentin Aznar. Largues Pitesti vient d'être championne et donc participe à la Coupe des Champions, ancêtre de la LDC. Tirage compliqué pour commencer puisqu'ils héritent de l'ogre madrilène directement, le Real. Les Roumains gagnent pourtant le match aller 2-1 avec un Dobrin flamboyant, buteur ce soir-là et architecte d'un jeu ultra huilé pour Pitesti. Malgré tout, ils perdront 3-1 au retour et se font sortir. Mais tout n'est pas perdu pour celui qu'on appelle le Jar, puisqu'il tape dans l'œil du président du Real, qui n'est autre que Santiago Bernabéu à l'époque. Et oui, oui, c'est pas qu'un stade, les jeunes. Et il lui a pas tant tapé que ça dans l'œil, puisque finalement le transfert s'est jamais fait, non? Bah pourtant, je te jure qu'il lui a vraiment tapé dans l'œil, parce que l'ami Santiago, il est tellement sous le charme du numéro 10 qu'il se rend lui-même à Bucarest pour négocier avec le club. Il propose 2 millions de dollars et des aménagements pour le stade de Largues, ce qui est énorme pour l'époque. Le club donne son accord, mais je vous rappelle qu'on reste dans un régime communiste et que la personne qui a le dernier mot n'est autre que Nicolas Ceausescu. Et le dictateur est pas archi fan de ce qu'on nomme aujourd'hui la fuite des talents, peur que les types ne reviennent jamais au pays une fois passés de l'autre côté, et surtout la volonté pour le régime de garder ses génies dans tous les domaines, bien au pays, bien au chaud pour en faire la fierté et certainement un petit peu de propagande. Donc c'est niet. Bernabeu revient à la charge quelques jours après avec une offre de 4 millions, ce qui est colossal à l'époque. La légende raconte même que le président du Real aurait dit en direct à Ceausescu: jamais une telle somme n'a été offerte pour un joueur de football. Si vous refusez, c'est que vous êtes fou. Le Et il l'était malade de lui peut-être dire puisque ça. quoi, ouais, parce que à tout moment tu rentres jamais en Espagne. Ah bah ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, Ceausescu était peut-être fou puisque le refus reste catégorique et possiblement aussi il n'avait pas besoin d'argent, contrairement à certains petits clubs aujourd'hui vu que c'était un peu un club étatique. Le Real reviendra même à la charge quelques années plus tard, mais le transfert ne se fera jamais et Dobrin restera une légende locale alors qu'il aurait pu émerveiller l'Europe. On sait que c'est l'un des plus grands regrets de sa vie. Mais c'est là qu'on voit que les légendes, ça se joue à peu de choses, quoi. Un ou deux trucs à nous dire encore avant qu'on termine sur ce bon vieux Nicolae?
Ouais, un petit match qui résume plutôt bien la légende de celui qui n'est pas surnommé que le Jar, mais aussi le Petit Prince de Trival. Saison 78-79, saison du deuxième et dernier titre de l'Arges Pitești. Ils sont à la lutte avec le Dynamo Bucarest, ogre étatique, pour le titre. Et lors du dernier match de la saison, alors que les deux clubs se rencontrent, le score est de 3-3 à la 90e, score qui suffit à l'Arges pour gagner le titre. La balle sort en touche et tout le stade croit que l'arbitre siffle la fin du match, mais en fait non, c'est une touche pour le Dynamo. Dobrin, furieux, se dirige vers l'arbitre qui était peut-être un petit peu copain avec le club du ministère, s'il voit ce que je veux dire, et lui dit si tu ne siffles pas, je remarque un but, ce qu'il fera 2 minutes plus tard, offrant le titre à son club de toujours, 4-3 pour l'Arges Pitești. Il finira sa carrière en 82-83 avec une saison d'entraîneur-joueur assez anonyme, puis prendra sa retraite. Quelques lignes de stats quand même pour les amateurs de TikTok. Il finira sa carrière avec 111 buts en championnat pour 408 matchs, 8 buts en 25 matchs de Coupe d'Europe et 6 buts en 48 sélections nationales, ce qui est malgré tout pas trop dégueu pour un numéro 10. Et il aura surtout plusieurs distinctions de joueur de l'année, ces 2 titres mythiques qu'il a gagnés avec l'Arges quasiment tout seul, et l'amour de tout un peuple qui se massera par milliers pour ses obsèques en 2007. Je pense que c'est un homme qui méritait tout de même un petit coup de projecteur. Exactement, et en plus de ça, du coup, maintenant, on sait que c'est une des premières influences d'Antoine Griezmann. Du coup, Bah, à quand il le en parle, retour hein, à il en parle Mâcon? souvent en interview. À quand le retour à Mâcon pour notre bon vieux Toinou qui ira battre Lyon en lui disant je suis sûr que tu es ami avec Jean-Michel Aulas, je vais remarquer un but. Ok, très bien. C'est vrai que moi, je vais t'avouer que je connaissais pas du tout l'existence de joueurs. Effectivement, on pense plus à Hadji quand on pense à un espèce de 10 roumain, là, le Maradona des Carpates. D'ailleurs, son fils est nettement moins maradonesque, mais ça, c'est encore autre chose. Pas Ça peut mauvais non nous. plus. Non, non, il est pas mauvais non plus. Mais c'est vrai que son père, moi, j'ai souvenir de Coupe du Monde 98 où il est en fin de parcours, mais où il prend de la place sur le terrain, quoi. Tu vois quasi que lui. Tu le vois quasi que Non, lui. mais c'est vrai que dans les Roumains, je vais dire, quand je faisais mes recherches, tu as même le coach du Shakhtar, Lucescu, on en a tous entendu parler. Tu as même entendu la carrière de Bologna parce qu'il a coaché en France. Même, je Ouais, regardais un blaze d'un joueur légendaire roumain qui s'appelait Popescu. On a déjà tous entendu ce blaze là aussi. ouais, Dobrin, ouais. je n'avais jamais entendu ce gars-là. Moi non plus. Et ce qui d'ailleurs nous permet d'embrayer un peu sur le match du jour, parce que moi, ça fait partie d'une de mes surprises. Je pense que la Roumanie va sortir les Pays-Bas. Je vois bien un espèce de vieux match nul comme ils ont été capables de nous les faire là, un peu depuis le début de la compète. Et si on n'a pas un Pays-Bas qui relève un peu son niveau de jeu, pardon, j'ai l'impression que ça peut être une des petites surprises, un peu sur le mode de ce que la Slovaquie a failli faire contre l'Angleterre. Là, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais Moi, je te trouve un peu optimiste. J'ai envie d'y croire aussi. Mais bon, les Pays-Bas, j'ai l'impression qu'ils peuvent être capables de monter le niveau face à des équipes comme la Roumanie, tu vois. La Roumanie a quand même montré des limites contre la Belgique, alors que pourtant, tu vois, quand on voit ce que donne la Belgique, c'est pas très impressionnant. Mais là où j'ai envie d'aller dans ton sens, c'est que finalement, on est plutôt surpris depuis le début de ces huitièmes, avec les petites équipes qui proposent des choses comparé aux phases de poule où des fois on pouvait un peu s'emmerder. Et là, on a eu des beaux petits matchs. Et tu vois, même si la Géorgie a fini par prendre 4-1 contre l'Espagne, ils ont bien tenu au début. Donc j'ai envie d'y croire moi aussi, Motas, je t'avoue. et toi, mon bon vieux Jules, est-ce que la lame de Dobrin va planer sur le stade à Ah, je 18h? suis un peu romantique, donc je te cache pas que ça me dérangerait pas que les Bataves se fassent sortir. Après, moi, je pense aussi que tu es un peu optimiste. Je reviens à ce que dit Isaac. En plus, je trouve que la Roumanie, par rapport à certaines autres petites nations qui ont essayé de proposer des choses tactiquement, d'être surprenants, même les Slovaques, je les ai trouvés hyper surprenants contre l'Angleterre. Je trouve que la Roumanie, ça joue quand même beaucoup à l'énergie, qu'il y a eu ce match contre l'Ukraine qui leur permet surtout de passer. Et est-ce qu'il va leur en rester de l'énergie? Parce que je pense que c'est des mecs qui avaient tablé physiquement sur leur prépa pour être au max dans les phases de poule. Là, ils vont peut-être flancher un peu, alors que normalement, on arrive à un moment où les sélections comme les Pays-Bas, etc., vont monter en puissance. Donc je pense quand même qu'ils vont pas se faire rétam, mais je pense que ça va finir par sortir. Je te dis, moi, pour tout vous avouer, j'ai misé un partout sur notre énorme application de Paris, sur Alors, est-ce laquelle je suis que en train de décliner d'ailleurs. est-ce que tu es au courant que à partir des huitièmes, faut plus trop mettre de nul parce que si tu mets nul, c'est sur les 120 minutes, hein. C'est Ah, c'est 120 minutes? Bah voilà, et je oui, savais Ouais. pas, tu vois. je l'ai appris il y a 2 jours et pareil, Ça veut je dire mettais qu'un que des partout, c'est nuls. péno forcément. Ouais, Ah ouais, ok. je le Bah dis pour écoutez, pas que tu dégringoles au classement du coup. je vais tout de suite changer plein de choses alors, puisque j'ai aussi mis un partout sur Portugal-Slovénie, qui est tout à l'heure où on enregistre, et qui sera donc hier lorsque vous entendrez cette émission. Du coup, je vous propose qu'on passe au deuxième match du jour. Et pour nous parler de ce match, c'est Zach qui rentre en jeu. Turquie-Autriche. 21h. Autriche, Turquie.
Et donc, pour nous parler de ce match, je suis avec Zach, qui va du coup nous parler des relations entre les 2 pays. Mais avant ça, je crois que tu veux nous parler d'un Turc qui a un peu trop regardé les compiles de Benjamin Pavard en 2018. Bah ouais, avant de parler un peu des relations entre les 2 pays, je voulais d'abord m'attarder sur Mert Müldür, le latéral droit de la Turquie. Et bah, ce nom, les gars, je pense qu'il vous est aujourd'hui familier. C'est celui qui a inscrit l'un, si ce n'est le plus beau but de l'Euro, avec une reprise du droit en pleine lucarne face à la Géorgie, bah, digne de notre demi-dieu Benjamin Pavard de Second poteau 2018. Müldür! Ouais, et c'est vrai qu'on a vu des sacrés frappants depuis le début de l'Euro, dont celle de son compère Arda Güler aussi. Et pourquoi tu voulais nous parler de Müldür en particulier, du coup? Eh bien, car Meret Müldür, c'est le plus autrichien de la sélection turque. Il est né à Vienne de 2 parents turcs et il avait le choix entre les 2 nations, mais a fini par pencher pour la Turquie. Et ce match sera forcément spécial pour lui, du coup, parce qu'il a fait l'intégralité de sa formation au Rapid Vienne de 2006 à 2018 avant de rejoindre l'équipe première. Et dès sa première saison, il a enchaîné les matchs et même découvert l'Europa League. De quoi être repéré assez rapidement par le Sassuolo de Zerbi en 2019, plutôt pas mal pour progresser, où il y restera plus de 4 ans. Sauf qu'il a connu une année assez difficile l'année dernière en souffrant d'une fracture à la cheville. Et pour rebondir cette fois, il a signé à l'été de 2023 du côté de Fenerbahçe. Ok, du coup, ce sera la belle histoire de cette Autriche-Turquie, quoi. 2 pays rarement associés d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une histoire entre les deux? On pense plutôt à Allemagne-Turquie. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, j'étais assez surpris de l'apprendre, mais c'est un peu à l'image de l'Allemagne et de la Turquie. C'est qu'il y a une communauté turque assez présente en Autriche. Elle représente à peu près 300 000 personnes, ce qui en fait environ 3% de la population du pays. Ok, c'est marrant. Et du coup, il y a une cause à tout ça ou pas? On peut imaginer que ces chiffres proviennent de bonnes relations entre les 2 pays ou pas du tout? Bah, pas forcément. En fait, c'est un peu le même refrain que pour la France ou d'autres pays quand on parle d'immigration. D'abord, il faut remonter en 1964, quand l'Autriche est dans le besoin de main-d'œuvre et se met d'accord avec la Turquie. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que des Turcs rejoignent le pays pour travailler, majoritairement dans des entreprises de construction et d'exportation. Ils sont rejoints du coup par leurs familles et leurs amis les années qui suivent. Sauf que cette politique d'encouragement, eh bien, elle s'arrête très vite. Dès 1973, seulement 9 ans après, le discours change totalement en Autriche. Le gouvernement met fin à sa politique d'accueil des travailleurs et adopte des lois anti-immigration au cours des années qui suivent. Par exemple, on a en 1975 les permis de travail qui deviennent plus difficiles à obtenir et en 1992, c'est pire avec la loi sur la résidence. Les permis de séjour ne sont plus distribués qu'en fonction des besoins du marché du travail autrichien. Bref, les relations finissent par se tendre entre les 2 pays jusqu'à la fin du XXe siècle. Ouais, et du coup, pas mal de pays d'Europe sont spécialistes de ce double discours de faire venir l'immigration dans son intérêt pour mieux la renvoyer ensuite. Et par la suite, ça s'est amélioré ou pas du tout? Bah, pas vraiment et en fait ça reste assez complexe autour d'un sujet notamment. C'est que, l'Autriche, comme beaucoup de ses voisins européens et bah, s'est rangée contre la Turquie au sujet de son adhésion à l'Union européenne. Le processus d'adhésion turque, il avait été entamé en 2005, mais les débats ont toujours stagné. Alors au début pour plusieurs raisons, le fait que le pays soit à cheval entre l'Europe et l'Asie et soit à majorité musulmane, ce qui a toujours repoussé les pays membres et pour l'UE, la Turquie ne remplit pas les critères de Copenhague qui incluent des exigences strictes en matière de démocratie et d'état de droit. Donc l'Autriche a fait partie des pays s'opposant le plus fermement à la demande turque. Ouais, et du coup, avec un Erdogan toujours plus ancré au pouvoir, c'est sûr que ça facilite pas les choses, quoi. Ouais, bah, sans surprise, la politique autoritaire menée par le président Erdogan, elle a desservi la Turquie dans ses relations avec l'Occident. Le gros point de rupture, il a eu lieu en juillet 2016. Vienne et les pays de l'UE ont critiqué les mesures de répression de son gouvernement suite à la tentative de putsch à son encontre. Pour rappel, les conséquences, c'était des milliers de personnes arrêtées, des médias fermés, des fonctionnaires purgés. Donc, ça suscitait pas mal d'inquiétudes sur la dérive autoritaire de la Turquie. Et d'ailleurs, si vous l'avez pas fait, sur un sujet parallèle, il y a une super chronique d'Alex, du 26 juin qui évoque un peu, l'instrumentalisation du football turc, par Erdogan. Mais, pour revenir au sujet, l'avenir de la Turquie a l'air de s'écrire assez loin de l'Union européenne et encore plus depuis le début de la guerre en Ukraine. Parce qu'en fait, les dossiers ukrainiens et moldaves à l'adhésion de l'UE sont passés devant le dossier turc. Et bon, je ne parle même pas des positions diamétralement opposées entre une Autriche qui, d'un côté, soutient fermement Israël et une Turquie, de son côté, pro-palestinienne. Quant à eux, les États-Unis continuent à faire pression pour maintenir les négociations à l'adhésion en vie,
dans le soutenir de maintenir la Turquie, membre de l'OTAN, aussi éloignée que possible de la Russie, depuis l'invasion, ukrainienne de l'Ukraine, pardon. Forcément, on est dans une situation, géopolitique, assez complexe avec des intérêts, multiples et pour en revenir aux individus, j'imagine que ça doit pas être facile d'être turc en Autriche aujourd'hui, du coup? Bah, pas vraiment, car, en plus de ça, l'Autriche est dirigée par des gouvernements conservateurs ces dernières années et l'extrême droite était même arrivée au pouvoir entre 2017 et 2019 en coalition avec les conservateurs et conséquence, bah, il y en a eu plusieurs. En 2018, l'Autriche, par exemple, voulait suspendre la naturalisation des Turcs. Avant cela, ils avaient tenté d'adopter un programme de déchéance de nationalité, mais qui avait été refusé par la Cour constitutionnelle, le jugeant tout simplement illégal. Et l'extrême droite avait aussi, comme priorité la lutte contre l'islam politique. Ça s'était vu en 2018 après une controverse qui avait provoqué l'expulsion de plus de 60 imams turcs et la fermeture de 7 mosquées. Donc si les Turcs, je vous l'ai dit plus tôt, font bien partie intégrante du pays, avec notamment la vague d'immigration des années 60, bah, aujourd'hui, ils connaissent les mêmes problèmes que les gens issus de l'immigration un peu partout ailleurs. Et puis les relations diplomatiques tendues entre Ankara et Vienne ne sont pas là pour aider, hein. Les 2 pays se multiplient les pics, dans des discours interposés. Mais bon, au moins sur le terrain, ces tensions ne devraient pas se faire ressentir, on espère en tout cas. Et nous, tout ce qu'on veut aujourd'hui, c'est avoir du spectacle et pourquoi pas que Mert Muldur profite de ce match si particulier pour lui et attention à sa reprise de volée du coup. Second poteau mur. Ouais, pas mal, bah, merci Zach pour ce petit état des lieux, géopolitique entre ces 2 pays. Hem, pour en revenir au terrain, alors je sais pas ce que je disais, un peu avant que ce match, moi, c'était quasi un des huitièmes que j'avais le plus envie de regarder. J'ai trouvé les 2 équipes, beaucoup plus fortes, espérées, alors particulièrement l'Autriche, j'avoue, plutôt que la Turquie. Mais en même temps, j'ai trouvé des ressources dans la Turquie, un peu de fantaisie et tout qui vraiment me plaisent, pardon, et avec des joueurs, que j'aime beaucoup, notamment, Çalhanoğlu par exemple, qui est vraiment un joueur que je trouve sous-coté. Qu'est-ce que vous pensez de ce match, Jules, toi, qu'est-ce que tu vois, là, sportivement parlant? Moi, je suis un peu comme toi. Je trouve que c'est un huitième qui me hype particulièrement parce que je pense que ça va être moins fermé que certains autres huitièmes et que ça va aller un peu dans tous les sens. Je suis étonné qu'on parle aussi peu de l'Autriche. Étonné on en parlait aussi peu avant l'Euro parce qu'ils avaient fait quand même une bonne prépa et que t'as quand même Ragnik qui est derrière et qui est quand même pas une pipe. Et je suis encore plus étonné après la phase de poule qu'on n'en parle toujours pas. Parce que là, s'ils sortent la Turquie et qu'ils arrivent en quart, derrière, ils peuvent quand même avoir un parcours qui peut les emmener loin. Cette équipe turque, j'ai plus de doutes. Je trouve que c'est un peu une somme d'individualité, que tactiquement, c'est pas extrêmement clair. Ils ont des super joueurs et des joueurs hyper intéressants à voir. Mais je lui trouve plus de carences que ce bloc autrichien qui est très très compact. Donc à voir, mais je miserais une petite pièce plutôt sur l'Autriche, moi. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et toi, Zach, qu'est-ce que tu penses de la guerre en Ukraine, par contre? C'était ma question pour toi. Non, je plaisante. Non, qu'est-ce que tu penses de ce match, à venir, tout à l'heure? Bah, du coup, la guerre en Ukraine, non, vas-y, pardon. Non, bah, je suis un peu d'accord avec vous, c'est que alors moi, j'étais très hypé par, la Turquie au début de la compétition, tu vois? Et limite plus que l'Autriche où, comme dit Jules, on n'en parlait pas beaucoup. Plus j'ai vu la Turquie jouer, plus j'ai été déçu et j'ai bien hâte de voir cette Autriche que j'ai même pas pu regarder, face aux Pays-Bas parce qu'on était un peu bloqué devant un match de l'équipe de France, très soporifique et ouais, j'ai l'impression qu'ils se connaissent parfaitement. Ils ont toutes les armes pour aller super loin et moi, ça m'étonnerait même pas de les retrouver, jusqu'en demi-finale, par exemple. Parce qu'ils peuvent retrouver les Pays-Bas dès l'écart, par exemple, mais qu'ils ont déjà battu il y a 2 semaines. Donc je suis chaud de voir leur parcours. Ouais, toi, c'est dans cette partie de tableau, c'est l'équipe qui te fait le plus de sensations? Bah, en fait, je revoyais le tableau et tu vois, du coup, il me semble que c'est le vainqueur de Pays-Bas-Roumanie qui sera opposé à eux. Donc, moi, je les vois carrément capables d'en sortir. Et après, bah, c'est le vainqueur d'Angleterre-Suisse. Et on l'a vu avec l'Angleterre hier, enfin avant-hier, du coup, aujourd'hui. Mais enfin, c'est compliqué, les Anglais, quoi. Je les imagine bien sortir face à une nation un peu solide, tu vois, qui maîtrise son sujet. Donc, c'est mon prono. Après, faut toujours pacifier, hein. Nous, on n'est pas très bon là-dessus. Pareil de ton côté, Jules? Moi, je les vois. En fait, des fois, c'est des trucs à la con. Tu te dis à chaque grande compétition,
tu as une équipe un peu surprise qui va loin, genre demi-finale, Ouais. etc. Honnêtement, là, sur cette compétition-là, l'Autriche, c'est celle qui a le pédigré, qui y ressemble le plus. Après, moi, je crois tout de même que la compétition avançant, etc., je pense que si ça tombe en demi contre l'Angleterre, ça va être très compliqué. D'un autre côté, l'Angleterre est pas encore sortie face à la Suisse, qui est hyper Ouais, convaincante aussi, et qui a ce effectivement. pédigré-là aussi, comme l'Autriche. Donc, à tout moment, on a une surprise avec une demi Suisse-Autriche qui pourrait être intéressante. En tout cas, je veux dire, en termes de consistance, je vois bien plus l'Autriche que la Turquie aller loin. Après, pas oublier, j'en reviens de ces jeux des pronos machin, on est sur une grosse compétition internationale. Ça va se jouer, enfin, ça va se jouer à rien. Pour peu que la Turquie il te foute un but sur corner à la 3e minute, c'est plus le même match. Donc voilà, je pense que sur les cotes, je miserais plus sur l'Autriche, mais on sait jamais ce qui peut se passer. La revanche des fromagers. Comme je disais d'ailleurs, on n'a pas tellement de troisième chronique aujourd'hui. Si on pouvait juste faire un petit point sur l'Euro, on est à peu près à mi-parcours. On a vu qu'il y avait quand même quelques favoris qui se dessinaient, etc. Je voulais avoir votre avis, vous. Quel était, on a un peu répondu avec l'Autriche, mais là, quel est le favori qui se dessine? Moi, j'ai l'impression qu'il se trouve surtout dans le match Allemagne-Espagne. Et en même temps, il y a une autre partie de moi, je vous avoue, qui se dit aussi, en fait, j'ai l'impression que cet Euro, il est hyper ouvert. En fait, il y a pas tellement d'équipes qui surnagent ou quoi. Alors, même si l'Espagne est très forte, bah, tu vois, finalement, contre la Géorgie, je trouve qu'ils se font peur quand même jusqu'à la mi-temps. C'est pas non plus une dinguerie. Et ça, dans un match un peu à la con, tu peux vite te retrouver bloqué et te faire bêtement sortir, encore plus quand tu joues l'Allemagne. Vous, c'est quoi votre sentiment général par rapport à cette compétition et les matchs couperets qui commencent à arriver les uns après les autres là? Zach, si Bah, tu devais commencer. ouais, je suis d'accord avec toi sur le Espagne-Allemagne, où moi, c'est vraiment les 2 équipes qui me font kiffer depuis, le début de cet Euro. Franchement, en huitième, ça joue encore, très, très bien. Mais en fait, c'est les équipes qui jouent le mieux. Mais après, est-ce que c'est forcément les favoris? Comme disait Jules, plus on va avancer, plus aussi il y a moyen que des équipes comme la France et l'Angleterre haussent le niveau, même si c'est pas celles qui proposent le meilleur jeu. Mais en tout cas, moi, si je au-delà de la France, bien sûr, par chauvinisme, mais si je devais être pour une équipe, ce serait clairement l'Espagne. Mais je trouve ça, je trouve le jeu incroyable. Encore Nico Williams, Fabian Ruiz hier, c'était juste, c'était monumental quoi. Et ça fait du bien un peu d'avoir une équipe qui joue au ballon dans cet Euro, une équipe un peu frisson parce que je trouve qu'on en manquait un peu jusque-là quand même. Et toi, Jules? Moi, avant d'aller sur les favoris, de toute façon, mon sentiment un peu global, c'est qu'honnêtement, sur cet Euro, on se fait chier. Je veux dire, l'Allemagne et l'Espagne, oui, mais en vrai, favoris par défaut, parce qu'il y a personne qui ressort complètement. L'Allemagne, en vrai, ils se Hmm, font vraiment peur contre le Danemark. S'il n'y a pas ce demi-orteil avec la VAR, c'est pas le même match. C'est vrai. c'est clair. L'Espagne, oui, mais enfin, attendons un peu d'avoir de l'adversité en face, hein. Ils ont quand même galéré contre une Italie qui s'est fait balayer par la Suisse derrière, donc c'est pas non plus. Enfin, donc on s'emmerde un peu, les petites nations, il y a pas de surprise de malade à droite à gauche. Il y en a eu un petit peu en poule, mais en même temps, il y a que 6 éliminés. Il y a pas de révolution tactique de malade, il y a pas un joueur qui prend toute la lumière. Peut-être Miko Tadze, ça a été, entre guillemets, la seule petite révélation de cet Euro. Donc de manière globale, on s'emmerde un peu. Après oui, je pense que le favori est entre l'Allemagne et l'Espagne, c'est là que ça va se jouer. Mais on en revient aussi à ce que disait Zach, n'enterrons pas, enfin, ça me fait chier de le dire, mais Deschamps, on sait jamais. J'ai l'impression Ouais, que ouais, c'est quand c'est même vrai. son dernier rodéo, mais en fait, on sait jamais. À tout moment, on va apprendre que les mecs étaient pétés physiquement et que là, ils commencent à arriver en forme dès les huitièmes. Donc, je sais pas trop. À voir. Je suis un peu d'accord avec toi, Motas. Je trouve ça hyper ouvert. Et on n'est pas à l'abri d'une grosse surprise non plus, comme Mais on le tu vois, même disait le tout à l'heure. Suisse-Angleterre, je le trouve hyper ouvert, quoi, hyper intéressant. Ouais. Ouais. Bah là, pour le Franchement, coup, là, pour le coup, ça va être chaudard hein, pour les Anglais s'ils osent pas le niveau de jeu, parce bah, que les carrément, ouais. Suisses, Et c'est solide, hein. Mais donc on n'est pas à l'abri d'avoir, une Suisse ou une Autriche en finale, hein, c'est pas D'ailleurs, exclu. toi qui es supporter rennais, tu te souviens du crachat de Fry sur Rooney dans un Putain, Angleterre-Suisse? non, ça me dit rien du tout. Ah bah, tu regarderas ça. Il avait pété Ah un ouais? boulon, il avait craché sur Rooney qui devait avoir peut-être 20 ans max, tu vois, pendant un Euro aussi, je crois. Le petit Alexander, c'était un peu un sanguin, je crois, dans mon Ouais, souvenir. ouais, moi c'est marrant, c'est pas l'image que j'avais de lui. Bah, il était très suisse pour moi, tu vois, et pas très Bah, clivant, il était quoi. très gendre idéal et tout en coulisses, mais sur le terrain, il a eu deux trois coups de sang, ouais. Ouais, bah, je vois ça. Comme tous les Zach, t'allais génies, dire comme quelque chose. Zizou, voilà. Ouais, voilà, exactement. En même temps, il avait pas qu'à traiter sa sœur. bah, avant que vous me perdiez dans vos petites anecdotes de hipster, ouais, j'allais parler du Portugal dont on n'a pas du tout parlé. Et pareil, enfin,
Je sais C'est bien, ça. mais tu sais bien que, comme disent, C'est juste que t'étais pas je, né, hein, c'est je suis tout, hein, tu pris, vois. je suis pris par le bac de philo en ce moment. J'ai pas le temps de m'intéresser à tout ça, les gars. Ouais, Moi, ouais, mais bon, justement, il y en a qui révise tes bossent, hein. classiques. C'est ça. Mais non, je voulais pas. Moi, j'étais chaud de dire un petit mot quand même sur le Portugal parce que, ok, ils ont pas proposé un jeu flamboyant depuis le début, mais quand tu regardes l'équipe ligne par ligne, pour moi, c'est peut-être la plus solide de l'Euro. Et c'est quand même super intéressant d'avoir un tableau aussi relevé entre Allemagne, Espagne, France, Portugal, Belgique. C'est qu'au moins, on a des confrontations de très haut niveau dès maintenant, tu vois. Et je trouve que tout le monde peut sortir en fait un peu de ce tableau-là et arriver en Ouais, ouais. finale. Ouais, Ouais, je suis après, un peu d'accord. le Portugal, moi, je trouve que ça manque un peu de cohérence et je pense que, hélas, c'est Roberto Martinez, il y est pour beaucoup. Moi, je suis pas tellement fan de ce qu'il a fait avec la Belgique. Je trouve qu'il a un peu gâché la génération. Et là, en vrai, bon, moi, tu vois, je peux les trouver bons contre la Roumanie, mais vraiment infect le lendemain. Donc, je sais pas, moi, ils m'ont pas encore eu le Portugal, alors que pourtant, ils ont que des joueurs que j'adore, hein, mais Ouais, c'est ça, Juste surtout au niveau ce des qui est joueurs. fascinant, c'est de se dire que potentiellement 3 des 4 équipes avec le plus gros vivier sont entraînées par des mecs qui refusent le jeu, quoi. bah ouais, Imagine, tu as exactement ces mêmes joueurs et ces mêmes effectifs, mais pas avec Deschamps, Southgate et Roberto Martinez, quoi. exactement. On pourrait se régaler, quoi. Ah ouais, ouais, Ouais. non, mais exactement, c'est exactement ça. Je trouve que ces trois équipes-là, elles sont tout à fait comparables. Messieurs, on arrive à la fin de cette quotidienne, après notre petite discussion ouverte et vos deux magnifiques chroniques. Du coup, on ne connaît toujours pas le résultat de France-Belgique, mais voilà, ça ne nous a pas empêché d'en discuter. On espère que vous restez tous évidemment avec nous sur 11e art. N'oubliez pas de checker tous nos réseaux sociaux. Vous avez les programmes à chaque fois qu'on est à la Cité Fertile, les programmes des conférences, nos invités, etc. On y sera jusqu'à la fin de l'Euro, donc ne baissez pas la garde sur ce sujet et venez nous voir nombreux à Pantin. Et on remercie encore la Cité Fertile de nous accueillir pendant tout l'Euro et toute la compétition. Zach, Jules, moi je vous dis à bientôt. On se voit, les amis, demain pour une nouvelle quotidienne avec de nouvelles chroniques, de nouveaux sujets hauts en couleur et de nouveaux matchs à débriefer. Bonne journée de foot à tous.